Avant de commencer l'épisode, et en dernière minute, j'aimerais rajouter un petit erratum. Dans l'épisode précédent, je disais que le lac supérieur est le plus grand lac d'eau douce au monde. Il l'est, mais uniquement en superficie. Ce titre revient, en réalité, au lac Baïkal en Russie. Bref, mes excuses. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode. Le 16 mai 2021, le Starship SN-15 décollait à son tour depuis le site de SpaceX à Boca Chica, au Texas. Plus que jamais, ce vol s'est avéré d'une importance capitale. Pour la première fois, un Starship a réussi à se poser après un vol complet, sans qu'aucune explosion n'intervienne pour gâcher la fête. On se rappelle, ainsi, du Starship SN-10 qu'une fuite de méthane avait achevé après un atterrissage trop brutal. Si le SN-15 aura lui aussi eu droit à un petit départ de feu, celui-ci aura été éteint en seulement plusieurs minutes, sans endommager le véhicule. Mais ce vol est également l'occasion de tirer les premières conclusions de l'utilisation d'un Starship. Même s'il y a eu peu de communication à ce sujet, on peut déjà avancer quelques suppositions. En premier, déjà, les pieds ne semblent pas réutilisables. Ceux-ci ont en effet été écrasés légèrement sous la pression de l'atterrissage, et il y a fort à parier que SpaceX garde cette architecture quelque temps encore. En se déformant à l'atterrissage de manière, entre guillemets, contrôlée, il devient ainsi possible de réduire les systèmes hydrauliques qui servent à absorber le choc, et cela permet, au final, de minimiser la masse et la taille des pieds. Le Starship dispose ainsi de pieds certes non réutilisables à l'heure actuelle, mais peu chers à fabriquer, faciles à remplacer et d'un poids très modeste. Mais le vol du SN-15 aura également permis de mettre en évidence un autre élément important, les tuiles de protection thermique. Si celles-ci semblent avoir toutes parfaitement résisté au vol, au frottement, aux secousses et autres joyeusetés, l'une d'elles semble avoir en revanche préféré prendre des vacances. Si la perte de cette tuile n'est pas un drame en soi, elle permet très probablement de mettre en évidence soit un possible défaut de fabrication des tuiles, soit la nécessité d'une amélioration dans les fixations. Si dans le cas des vols suborbitaux, les tuiles de protection thermique sont inutiles, elles seront en revanche critiques lors des vols orbitaux, où la réentrée dans l'atmosphère nécessitera un bouclier pour protéger le véhicule. Ces tuiles sont d'ailleurs assez semblables à celles utilisées pour la navette, et qui étaient faites à base de céramique de silice. Il faut quand même noter que la navette américaine avait différents types de tuiles, et qu'il n'était pas dramatique d'en perdre. Pour le vol inaugural de la navette, avec Columbia par exemple, celle-ci en a perdu plusieurs pendant son lancement. Si la navette pouvait survivre avec quelques tuiles manquantes, il reste en revanche à savoir quelles conséquences cela aurait sur le Starship, même si il est assez raisonnable de penser que celui-ci ne sera pas à la merci de la perte d'une seule de ces centaines et centaines de tuiles. Pour clôturer le chapitre du SN-15, celui-ci a été vidé de son carburant après son atterrissage et ses systèmes d'autodestruction ont été désarmés. Une fois le carburant ventilé et quelques heures après l'atterrissage, et contre 12 à 24 heures qu'il avait fallu pour les prototypes SN5 et 6, les seuls à avoir réussi leur vol, le SN-15 pourra être approché seulement quelques heures après l'atterrissage. 6 jours plus tard, le SN-15 rejoindra le pas de tir B, pas de tir sur lequel il sera placé 3 jours plus tard, en seulement quelques heures, même si des vents violents auront retardé les opérations. Pour quitter le SN-15 et parler de l'avenir, je vous propose de nous tourner vers le SN-16. Celui-ci est désormais presque achevé et attend maintenant de pouvoir sortir de son bâtiment d'assemblage, ce qui ne devrait plus tarder. On apprenait également que,
Normalement, le SN-16 devrait effectuer un bond de 20 km pour son vol inaugural, contre 10 pour les précédents Starship. Le prototype suivant, le SN-17, semble lui aussi avoir été annulé, tout comme les prototypes SN-18 et 19. Le SN-20 est quant à lui en très bonne voie et devrait, si tout va bien, voler très bientôt. J'y arrive. Comme vous le savez probablement, le Starship n'est qu'un second étage et il sera lancé par le premier étage Super Heavy. De ce côté aussi, justement, il y a du nouveau. Il est désormais certain que BN2 n'existera pas et qu'il ne s'agit plus que d'un réservoir de test. Le premier vol de Super Heavy se fera donc avec BN3 et le Starship SN-20. On apprenait d'ailleurs dans la foulée que Super Heavy ne dispose plus de 28 moteurs Raptor, mais on ne connaît hélas pas le nouveau chiffre. Mais on apprenait également récemment autre chose, le plan de vol du premier vol orbital. On apprenait ainsi que ni Starship ni Super Heavy ne seraient récupérés. Super Heavy amérira à une trentaine de kilomètres de son site de lancement et le Starship à une centaine de kilomètres au nord-ouest de l'île hawaïenne de Kauai. SpaceX ne dispose en effet pas encore des plateformes flottantes nécessaires à la récupération de véhicules comme Super Heavy, et il faudra encore attendre après ce vol pour qu'au moins l'une des deux soit prête. Pour rappel, SpaceX a racheté il y a quelques mois 2 anciennes plateformes de forage offshore, rebaptisées pour l'occasion Phobos et Deimos, qui serviront de plateforme d'atterrissage pour Super Heavy, permettant de le transporter comme les barges Of Course I Still Love You, Just Read the Instructions et, bientôt, la nouvelle A Shortfall of Gravitas pour les Falcon 9. Pour les actualités plus récentes, on notera que 2 des 3 Raptors du SN-15 étaient déjà partis ce vendredi soir. On ne sait en revanche pas encore exactement pourquoi. Il peut s'agir d'un remplacement pour de légers dommages, d'une simple inspection, bref, beaucoup de scénarios possibles. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué sur ces images que les Raptors sont un petit peu rouillés. Cela provient tout simplement de leur revêtement qui s'oxyde lorsqu'il est au contact de l'oxygène, comme dans l'air, et chauffé. Cette rouille ne forme cependant qu'une fine couche de surface qui ne pose en aucun cas problème. De façon plus générale, la tour de lancement du pas de tir orbital continue d'avancer, alors que de nouveaux réservoirs basés sur le Starship et nommés GSE pour Ground Support Equipment sont en préparation. D'ailleurs, vous vous souvenez de ce mystérieux nez de Starship dont je parlais dans l'épisode précédent? Celui-ci était en fait un nez utilisé pour les essais de résistance structurelle, étape qui permet d'assurer la résistance du véhicule aux pressions qu'il rencontrera à haute vitesse lors de son lancement pour un vol orbital. Il a, par la suite, été retiré des environs du pas de tir il y a quelques jours pour être démantelé, mais il a, en plus, été endommagé peu après son retrait par des vents violents, ceux-là même qui empêchèrent l'installation du SN-15 sur son pas de tir dont je parlais plus tôt. De façon plus large, on notera l'arrivée d'une nouvelle grue, encore plus grande, qui est en cours d'assemblage à Boca Chica. D'autre part, et totalement hors sujet, les tensions continuent autour du contrat HLS et on apprenait que la NASA allait probablement attribuer un second contrat, ce qui laisse encore une chance à Dynetics ou Blue Origin de fournir un atterrisseur lunaire. Dans un autre registre, le cargo lunaire Dragon XL est lui aussi toujours en développement et SpaceX vient de recevoir 120 000 $ pour une dernière étude sur son utilité pour la station lunaire LOPG. Cette étude porte notamment sur la présence d'une partie pressurisée pouvant accueillir un équipage. Celui-ci devrait ainsi réaliser ses premières missions cargo vers 2035 avec un lanceur Falcon Heavy.
Pour résumer cet épisode, le couple Starship Super Heavy avance à grands pas, et qu'il s'agisse de Starship lunaire, de cargo ou de Starship conventionnel, il y a fort à parier que l'actualité s'annonce riche dans les prochaines années. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner pour ne rien manquer du Starship. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.